On va discuter tout de suite avec Christophe Siebert après cette lecture c'était les 2 premiers chapitres de son nouveau roman La place du mort. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Je monte un peu les micros. Voilà, donc là tu es en tournée en fait. Tu nous fais le plaisir de revenir à l'émission radio, donc tu présentes ce nouveau roman. Donc ma première question est toute simple, c'est comment ça se passe ces lectures publiques, vu que tu fais partie de ces écrivains qui font beaucoup de tournées. Cette année c'est plutôt pas mal, ouais, ça se passe bien, il y a plus de monde que les dernières fois qui sont venus. Les gens ont l'air plutôt contents, on m'a dit que j'ai fait des progrès par rapport aux fois précédentes, donc je suis plutôt content. Ouais. Ok, donc là on a fait connaissance du personnage, de la narratrice de ce nouveau roman qui se nomme Blandine, voilà. Alors, je crois que c'est pas la première fois qu'il te prête à cet exercice. La narration à la première personne, et notamment quand il s'agit d'un personnage féminin, est-ce que c'est quelque chose d'assez évident pour toi ou ça demande un vrai travail de fond? Ça demande un travail de construction dans la mesure justement où c'est pas un personnage masculin, donc où c'est pas une variante de moi qui s'exprime. Mais pour ce bouquin en particulier, la première phrase, en gros, qui m'est venue, c'était je m'appelle Blandine, j'ai une grosse poitrine. Donc tout le reste a découlé de là, et notamment que c'est un personnage féminin, j'avais pas vraiment le choix. Oui. Mais sinon, après, dans ce personnage, j'ai mis beaucoup de mes préoccupations personnelles. Donc au final, c'est de la transposition de la construction, mais c'est pas plus difficile qu'un personnage masculin, je crois pas. Peut-être pour les lecteurs peut-être non familiers de ta littérature, il faudrait peut-être revenir un petit peu, replacer un petit peu ce roman dans le contexte de ta création. Donc tu publies depuis un certain nombre d'années et tu as déjà une assez grosse production derrière toi qui est partagée, arrête-moi si je me trompe, entre le polar et la pornographie hard. En gros, oui. Oui. Et justement, je voulais, alors peut-être pour les lecteurs un petit peu qui ont peut-être écouté les lectures et sans être trop familiers de ton univers, est-ce que tu pourrais replacer un petit peu ce roman dans ton histoire littéraire et comment toi tu vois ce roman dans ton parcours? Assez à la jonction justement, parce que quand j'écrivais justement des romans porno de gare pour la Musardine, j'essayais d'y mettre des préoccupations d'ordre de critique sociale ou de réalisme critique qui venaient justement du polar, que je connaissais surtout en tant que lecteur, dont j'en écrivais assez peu. Par la suite, j'ai écrit effectivement un ou deux polars qui m'ont mené à écrire ce bouquin, La place du mort, qui est une espèce de point de jonction entre le polar violent d'un côté, la pornographie de l'autre, et donc dans cette espèce de volonté toujours de réalisme critique. Et justement, une autre particularité, c'est que tu as publié beaucoup de romans sous différentes formes et chez divers éditeurs et sur divers supports. Notamment, tu t'es essayé à la littérature numérique, donc le livre sans support là pour le coup. Et là c'est un retour au roman papier, puisque le roman sort chez l'éditeur Camion Noir, donc éditeur qu'on ne présente plus et que les auditeurs de Douche Froide connaissent bien. Et justement, là encore une fois, comment tu le vois dans ton évolution? Est-ce que c'est une expérience ou... C'est plus ou moins un hasard en fait que ça se fasse au Camion Noir. En fait, ce bouquin devait sortir au départ chez mon ancien éditeur numérique, avec lequel je me suis retrouvé en conflit depuis, donc on a arrêté de travailler ensemble. Et donc, cherchant un éditeur propice pour ce livre-là, j'ai d'abord pensé à la Musardine, qu'il a trouvé trop violent, puis à d'autres éditeurs qui l'ont trouvé trop ceci ou pas assez cela, et finalement le Camion Noir l'a trouvé tout à fait à son goût, et c'est comme ça qu'on l'a fait. Et je suis très content d'ailleurs, puisque c'est vrai qu'ils s'insèrent assez bien dans leur catalogue. Et évidemment, ce qui est le plus frappant, j'en reste à un niveau très, très terre à terre par rapport aux lectures qu'on vient de faire, c'est qu'il y a effectivement, ça je pense que tous les lecteurs et auditeurs s'en sont rendus compte, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur la pornographie, ce que j'appelle la pornographie hard, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la pornographie explicite et sans, je dirais, sans faux semblant par rapport à ça. Et justement, il y a une évolution, me semble-t-il, c'est dans
dans l'écriture de la pornographie, où il me semble que là t'arrives à trouver une forme d'expression très, très claire, hein, et notamment dans la pornographie féministe entre parenthèses, me semble-t-il. Je sais pas si c'est l'intention ou si c'est le point de vue que tu recherches par rapport à ça, une sorte de point de vue politique sur la pornographie. Je sais pas si je le cherche explicitement, mais c'est vrai que la pornographie, comme la violence ou pas mal de scènes qui relèvent du genre, les déplacements, les scènes de consommation, les scènes de bouffe, on peut voir Chabrol d'ailleurs ça. Oui, beaucoup. Tout ça relève d'un commentaire du monde. Du moment que c'est vu à travers un personnage qui a un point de vue fort sur les choses, c'est vrai que tout prend sens. Et la pornographie particulièrement, comme la violence aussi, parce que ça met en jeu les corps et donc une vérité, si on veut, qui est au-delà du langage. Même si c'est paradoxal de dire ça, puisque c'est quand même du langage, vu que c'est un bouquin, mais ce qui est décrit passe au-delà du langage. Oui, et c'est ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est qu'effectivement il y a un côté très non-verbal chez les personnages qui finalement baisent plus qu'ils ne parlent. C'est le corps qui parle avant le cerveau, même on peut dire. Et si on va pas révéler évidemment la suite du livre parce que ça serait assez ça serait pas bien, mais il faut simplement j'aimerais insister sur le fait qu'il y a tout un travail, je dirais même de destruction de l'esthétique, de destruction de l'art. C'est un livre où il est énormément question d'abattage, je dirais, des signes de civilisation, de signes de langage et de signes de l'art. Oui. Et je voulais savoir justement quel était ton... Parce que c'est un bouquin qui s'inscrit encore une fois après des dizaines d'autres. Il faut citer Holocauste notamment, qui était ton bouquin précédent où il était déjà question de la fin du monde. Oui. Et il me semble qu'il y a un travail sur l'apocalypse, sur la fin du monde et la fin de l'art, qui est de plus en plus présent dans tes textes. Est-ce que c'est... Ce qui me travaille en ce moment, ce qui m'a travaillé particulièrement pour ce livre-là, c'est l'idée qu'on est dans un monde nihiliste. Et donc comment faire passer ça? Et là j'ai mis en scène des personnages qui croient être nihilistes eux, alors qu'en fait ils sont dans une pulsion de vie mais dans un monde qui est en train de crever. Et c'est le choc de cette confrontation qui produit ça. Et du coup la fin du langage parce qu'ils ne croient plus au langage, la fin de l'art parce qu'ils ne croient plus à l'art, enfin ils ne croient plus à rien parce que tout les a déçus, tout s'est révélé être une arnaque à un niveau ou à un autre. Et donc finalement tout ce qui leur reste c'est baiser et mettre des beignes à tout ce qui leur déplaît. Et là il y a aussi beaucoup d'influences cinématographiques puisque beaucoup de films sont cités. Il y a notamment des références. Ça m'a un peu échappé, mais il me semble qu'il y a La chair et le sang qui est cité à plusieurs reprises. Il y a énormément de clins d'œil parce qu'on est dans un road trip dans une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a pas tout le bouquin mais certaines scènes qui se passent dans des bagnoles, et il y a beaucoup de déplacements. Il y a beaucoup de déplacements et il y a vraiment un aspect road movie, notamment au début et à la fin. Bon, la fin je dis pas grand-chose. Justement, est-ce que tu pourras en dire plus par rapport à ce travail d'influence, parce qu'il y a énormément d'influences littéraires et cinématographiques. L'influence littéraire principale, c'est Despentes évidemment. Enfin, aussi bien dans la construction du bouquin que dans certaines idées. Enfin, elle m'a beaucoup nourri. Après la construction cinématographique, pas plus que ça en fait, ou alors de façon inconsciente parce que j'ai bouffé beaucoup de films quand j'étais adolescent, et que c'est vrai que comme je vise à une écriture objectiviste, forcément ça rapproche du travail de la caméra. Mais c'est pas, enfin, par contre j'ai pas de volonté de répondre ou de dialoguer avec des films précis, c'est pas... D'accord. Et par contre, au niveau littéraire, il y a Despentes, il y a Bret Easton Ellis aussi que tu avais revendiqué à plusieurs reprises comme une influence assez majeure. Enfin, il me semble que tu le considères comme un écrivain majeur d'aujourd'hui. Oui, oui. Difficile de l'ignorer, oui. Voilà. Et notamment, il y a, c'est vrai, ce travail sur le point de vue, sur le travail sur la première personne, et sur sur justement ce rapport à la pornographie et à la violence. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots justement sur Ellis et sur le rapport particulier que tu as avec cet écrivain, plus que d'autres peut-être, je sais pas. Ellis, c'est un écrivain en fait que je redécouvre en ce moment, c'est marrant. J'ai lu American Psycho pour la première fois, il doit y avoir un an au maximum. Oui. Et là j'ai été frappé par le fait que Ellis avait réussi un truc que tous quasiment avaient raté depuis peut-être 100 ans, c'est le grand roman américain. Et donc là maintenant je suis intéressé de voir quel nouveau souffle va prendre sa carrière, parce qu'après un truc pareil c'est difficile de continuer sur la lancée. Donc il a fait des romans peut-être moins intéressants mais qui sont toujours, sur le travail de la phrase, sur le rythme, qui sont toujours passionnants. Et donc oui, j'ai quand même hâte de voir ce que va être son prochain gros truc.
Ben, il y a, qui arrivera dans moins de 10 ans à mon avis. Oui, après, bon, ce qu'on peut faire comme commentaire par rapport à Ellis, c'est qu'effectivement, bon, il avait American Psycho qui a déjà 20 ans, hein, bon, qui est un roman qui a beaucoup marqué son époque, mais qui reste quand même justement un peu le point d'acmé un peu de Ellis. Et bon, après, il a jamais réussi à retrouver un tel niveau parce que c'est pas trop possible. Mais il y a autant Ellis travaille sur le glamour et sur la richesse, une certaine forme de... Autant là, on est dans la place du mort et dans ton œuvre, on est dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les hautes sphères de la société, mais au contraire plutôt dans les égouts, dans les bas-fonds et dans Et est-ce que c'est conscient ou est-ce qu'il y a une vraie volonté d'aller vers ça? Oui, ça c'est une volonté, une volonté affichée. Ouais. Mon but, c'est vraiment d'écrire des bouquins qui parlent de gens qui vont mal, à destination de lecteurs qui vont mal. Et les quelques retours que j'ai en ce sens, d'ailleurs, me démontrent que je suis pas totalement dans les choux, parce que j'ai quelques lecteurs comme ça, voilà, qui ont une maille à partir avec la psychiatrie, avec la prison, enfin bon, qui ont des vies parfois un peu cabossées, et qui me contactent pour me dire que mes bouquins pas leur font du bien, mais enfin les touchent, leur rend leurs propres problèmes, enfin donne une voix à leurs problèmes, donc c'est pas si mal. Ça rend les choses tangibles. Ouais. Et Blandine, c'est un peu ça, c'est une espèce de construction à partir de toutes ces vies endommagées. Bon, je pense qu'on peut dire, sans exagérer, que Blandine représente quand même le portrait de pas mal de gens qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours. Oui, on est un peu plus caricatural, oui. C'est un personnage extrême, mais qu'on peut croiser de manière tout à fait crédible dans la vie de tous les jours. Oui, aussi par rapport aux extraits que tu as lus, notamment ce rapport entre l'excitation sexuelle et la voiture, la mécanique. Bon, on pense à Crash. Là aussi, c'était quelque chose qui t'intéressait de travailler là-dessus. En fait, ça arrive fortuitement. C'est un thème par contre qui est apparu tout seul au fur et à mesure de l'écriture. Ouais. Et effectivement, oui, après coup, je me rends compte que Ballard n'était pas loin. Oui. Et sur ce sous-titre, donc série Z existentielle que tu as carrément fait figurer sur la couverture, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors en fait, l'histoire de ce sous-titre, c'est que donc, les bouquins Kamen Noir paraissent avec des sous-titres. C'est une volonté de la collection, et donc quand il a fallu en trouver un pour ce livre, comme j'avais pas vraiment réfléchi à la question, j'avais déjà utilisé cette espèce de slogan pour qualifier un peu tout mon travail en ce moment. C'est-à-dire, c'est l'idée de faire une œuvre qui parle des problèmes existentiels des gens, comme on disait tout à l'heure, des gens qui vont mal, etc. Mais à travers une fiction qui soit une fiction de guerre, qui soit une fiction populaire, violente, très sexuelle, enfin, de faire du roman de guerre existentiel, quoi. D'ailleurs, en parlant de fiction, je fais un peu une parenthèse, mais en parlant de fiction populaire, série Z et tout ça, là j'ai fini de lire le bouquin sur le gore dans lequel tu es mentionné, par rapport à Rivière Blanche. Ah bon? Oui, parce qu'en fait ils font tout un historique sur la littérature gore en France, ils remontent jusqu'à Sade, et quelque part ils parlent de tous les auteurs qui se retrouvent un peu dans cet héritage sadien. Et donc, à l'époque, tu avais publié chez Rivière Blanche, Nuit Noire, notamment Nuit Noire, que dans ce livre-là, il inscrive un peu dans cette tradition d'un gore à la française, sadien. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Je suis plutôt content qu'on en parle. C'était pas vraiment le but de faire du gore sadien, autant que j'aime pas trop Sade, mais pour ce bouquin-là, le but c'est de faire du gore hyper réaliste, enfin de mettre vraiment dans la peau d'un tueur en série qui raconterait sa vie sans chercher à se justifier, etc. Mais ouais, c'est plutôt bien, enfin je suis content pour Rivière Blanche en tout cas qu'ils en parlent. Et j'aimerais revenir aussi sur ton avant-dernier roman, du coup, si je fais pas d'erreur, donc Holocauste, que tu t'es venu présenter aussi il y a quelques mois chez nous. Et il me semble, à tort ou à raison, voir une filiation entre ces deux romans, comme si... Enfin, il m'a semblé y voir une sorte de... peut-être le début d'une trilogie ou je ne sais quoi, mais en tout cas une suite logique. En fait, pour moi, ce sont deux romans qui parlent d'apocalypse, chacun à leur manière. Holocauste était le titre du bouquin était quand même assez explicite sur son propos et son sujet, et La place du mort le traite de manière un peu moins frontale, mais il y a quand même une question d'une destruction totale, c'est-à-dire que le livre, lapsus, raconte l'histoire d'un cheminement qui va vers une destruction totale, et les derniers chapitres sont vraiment
totalement sataniste, blasphématoire et apocalyptique à mon sens. Ouais. Et je voulais savoir justement si ce travail sur ce que j'appelle la culture de l'apocalypse, sur presque une forme d'ésotérisme quelque part, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est installé ou que tu sentais déjà avant? Non, je pense quelque chose qui s'affirme, mais que j'ai toujours eu dans ma manière de travailler ou même de penser d'ailleurs. Bah, c'est l'idée que s'il y a un personnage qui est, disons, un condensé de toute l'oppression qu'on peut subir, comme Blandine dans La Place du Mort, ou comme le personnage principal de l'Holocauste, dont j'ai pas le prénom en tête là, mais si un personnage comme ça prend le taureau par les cornes, ça aboutit forcément à une destruction, soit la sienne, soit la destruction du fameux taureau, justement. Oui, parce que là, c'est pas. Enfin, la particularité de ces deux bouquins, c'est qu'ils ne sont pas dans une destruction, je dirais, ni individuelle ni partielle. Elle est totale, elle est globale, elle englobe tout et elle détruit, elle brûle tout. C'est-à-dire qu'on a vraiment. Ce sont des bouquins incendiaires, c'est-à-dire au sens où on sent qu'il y a une volonté de mettre le feu et de tout détruire. Et cette volonté-là, il me semble que c'est. Enfin, je sais pas si dans le futur tu as pour projet de rester dans cette logique-là, cette culture de l'apocalypse, ou si tu veux bifurquer sur autre chose. Difficile à dire. Je travaille sur plusieurs manuscrits, mais je sais pas trop encore vers quoi ils vont mener exactement. Ouais. Mais bon, il y aura sûrement encore à l'avenir, des personnages qui vont se dresser contre un monde pourri et essayer de le renverser. Et l'abattre. Oui. Oui, puis il y a aussi la dimension psychanalytique. Il y a toujours ce côté tragédie oedipienne, avec toujours des figures maternelles et paternelles, bon, souvent dégénérées dans tes livres. Mais alors là, ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même, pour du Christophe Siebert, c'est quand même une histoire d'amour, ce qui n'est pas très fréquent en fait. Oui, c'est ma première histoire d'amour. Et qui est assez belle, assez touchante. Mais en fait, c'est la première fois même que j'écris un roman où plusieurs personnages interagissent. C'était toujours des soliloques ou des personnes seules qui s'enfonçaient dans leur solitude. Et du coup, comme j'étais pas très à l'aise pour décrire plusieurs personnages qui interagissent, une histoire d'amour c'était quand même la chose la plus simple pour les mettre en scène ensemble. Et puis c'est vrai que ça allait quand même assez bien avec ce dont parle le livre finalement. Oui. Il y a effectivement, c'est vrai que c'est un bouquin qui est assez différent. C'est vrai que c'est l'histoire d'amour qui est assez belle. Moi, j'insiste sur le fait qu'il y a une forme de pureté aussi dans ces personnages, parce qu'ils vont vers une sorte de côté primitif. Au sens où ils sont assoiffés d'appétit charnel. Oui, ils cherchent un absolu. Ils cherchent un absolu, mais finalement c'est un truc au-delà du langage. Ça n'est que c'est primitif, donc c'est pas péjoratif, c'est juste vrai. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une forme de pureté, de transcendance qui en ressort, mais finalement c'est quelque chose aussi qui est assez frappant, et ça bon c'est une volonté aussi. Bon, il y a une peinture de la France qui est assez virulente. Il y a quelque chose aussi effectivement d'assez critique au niveau politique. Est-ce que tu pourrais en dire plus justement sur ce côté, sur cette peinture un peu réaliste du monde, de la France actuelle? Ça c'est simplement l'observation que j'en fais. Les gens que je vois dans la rue, ceux que j'entends parler dans les bistrots, les émissions radio où les gens s'expriment, enfin il y a quand même un côté extrêmement rance en ce moment en France. C'est difficile d'y échapper. Oui, mais je veux dire, c'est la manière dont ça s'inscrit justement chez toi. Est-ce que c'est un sous-texte? Est-ce que c'est vraiment quelque chose vers lequel tu vas aller plus en avant dans le futur ou Non, je pense que ça va rester comme ça. Oui, à l'état d'un décor un peu glauque, un peu pénible. Mais c'est vrai que ça fait aussi partie, cette France-là fait partie de ce qui pousse Blandine et Samy à péter des câbles, parce que ça paraît clair. Oui. Outre leurs parents dégénérés, etc., il y a aussi quand même ce qu'ils croisent tous les jours depuis toujours, quoi. Oui. J'adore d'ailleurs la relation de Blandine à la maternité, qui est assez joviale, assez jouissive à lire en tout cas. Parce qu'il y a quand même pas mal d'ironie et de satire. Malgré ce style qui a un certain lyrisme dans ces phrases comme ça. Il y
avait un vrai lyrisme. Mais alors moi je voulais revenir sur la citation qui est sur le dos de la couve de Vincent Ravalec, parce que c'est quand même hilarant. Mais je sais pas dans quel contexte, d'où elle est extraite. Et il faut quand même dire qu'en gros, il dit que Christophe Sibert... on peut la lire. Hein. Ouais, on peut la lire, c'est mieux, c'est mieux de la lire. Ah, vas-y. Je cite. Christophe Sibert est un très bon écrivain. Il a un super style, bien meilleur que beaucoup, mais j'ai du mal avec ce qu'il écrit. Non pas que je ne trouve pas ça bien, mais je pense que, même si l'écriture n'a pas de limite, la façon dont il la met au service de la noirceur du monde me gêne un petit peu. Vincent Ravalec. C'est extrait d'où ça? Ça, en fait, c'est extrait d'une correspondance qu'on a eue. C'est-à-dire, moi j'aime énormément Ravalec depuis assez longtemps. Et du coup, comme j'avais appris qu'il suivait un peu ce que je faisais, je lui ai écrit pour lui demander la préface de ce livre. Et donc, il m'a répondu un mail assez long et très, très gentil. Il expliquait que j'étais un très bon écrivain, qu'il avait vraiment, il croyait à mon talent, etc. Mais qu'il avait aussi eu, lui, par ailleurs, des expériences qui lui démontraient qu'une littérature très noire produit un monde encore plus noir, encore comme acte magique, en quelque sorte. Et donc, voilà, ce qui en est sorti de cet échange, c'est cette phrase que j'ai trouvée très réussie. Et que je trouvais dommage de ne pas la mettre sur un bouquin, parce que c'est un très bon auteur, mais ne le lisez pas, j'aime bien. Mais du coup, lui-même, est-ce qu'il renie ce qu'il a fait Parce que lui, il a été très loin aussi dans le côté. C'était le portrait des hommes qui se branlent, c'était lui, ça. Ouais, je pense en tout cas maintenant, il se dirige vers une littérature plus lumineuse. Ouais. Il a suivi une thérapie peut-être. Il a pris, il a vu des chamans, des choses comme ça. Ouais. Après, je sais pas trop, je le connais pas personnellement. Oui, mais moi j'avais survolé pas lu en profondeur, mais survolé. C'était, il y avait Nostalgie de la magie noire, l'effacement progressif des consignes de sécurité, des très beaux titres d'ailleurs. Oui. Mais je peux pas en parler avec profondeur. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a une. Enfin voilà, oui, c'était juste pour revenir un petit peu sur, sur cette citation, elle est marrante quand même, parce que malgré tout, quelque part, moi je pense que c'est un de tes romans les plus accessibles. Et lumineux. C'est ça, oui, en plus, oui. C'est un roman en tout cas évidemment qu'on va conseiller chaudement à tous les auditeurs, puisque c'est une véritable expérience. C'est un livre qui est extrêmement fort, extrêmement puissant. C'est un commentaire personnel, mais qui à mon avis est juste. Et voilà, c'est en tout cas un livre qu'on va recommander très très fort à nos auditeurs. Merci.